Bienvenue à cette soirée du cercle, réservée à la communauté des Assises. Comme vous le savez, à chaque fois ici au Cambon, on aime bien vous faire voyager, vous proposer des voyages. Alors dernièrement, on est allé en Israël. Après, on a pris la route du Rhum. Ce soir, on va voyager dans le monde des lanceurs d'alerte. Et quel est le point en commun dans tout ça? C'est en fait d'avoir la proposition d'avoir des personnes, des hommes et des femmes, qui viennent nous parler avec leurs tripes, de leurs histoires, de leur vie. Et ce soir, je remercie en avance Raphaël Allais, parce qu'il va nous parler avec ses tripes de 8 ans de combat, de souffrance, et je le remercie donc. Mais surtout, avant, je vais accueillir en scène Guillaume Ledy, directeur éditorial de l'ADN Studio, qui va nous présenter ce monde des lanceurs d'alerte. Guillaume, c'est à toi. Merci beaucoup Maria, bonsoir. Merci. Que serais-je sans ma zapette? Est-ce que vous m'entendez bien déjà? C'est bon, super. Jusqu'au fond de la salle. Je vois, il y a toujours des gens qui se mettent au fond de la salle et qui viennent pas au premier rang. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir. On m'a dit qu'il pleuvait dehors, donc merci d'avoir bravé la pluie pour venir écouter ce témoignage rare qui va intervenir dans quelques minutes. Pour l'instant, vous êtes effectivement coincés avec moi. Donc, je suis Guillaume Ledy, directeur éditorial et du studio de l'ADN, et donc journaliste. Et j'ai notamment, dans ma petite carrière, coécrit un ouvrage sur un lanceur d'alerte qui s'appelle Julian Assange, dont vous avez peut-être entendu parler, d'où notamment ma présence ici ce soir. On s'est dit avec Maria et l'équipe d'organisation qu'il serait effectivement intéressant, avant de commencer, de plonger vraiment dans ce voyage avec Raphaël Allais, de vous faire une toute petite histoire des lanceurs d'alerte avec un certain nombre d'exemples rapidement pour voir un petit peu de quoi exactement on parle quand on parle de lanceurs d'alerte. Je crois savoir que dans vos métiers, il y a un adage qui dit que le problème se situe souvent entre la chaise et le clavier. Merci, vous avez réagi, formidable. Entre la chaise et le clavier. Et entre la chaise et le clavier, on trouve des individus qui, depuis leur chaise de bureau, ont fait trembler un certain nombre d'institutions et n'ont pas hésité à s'attaquer à un certain nombre d'institutions, que ce soit des grosses entreprises ou des gouvernements. Le premier d'entre eux s'appelle Daniel Ellsberg, il s'appelle toujours Daniel Ellsberg, puisqu'il n'est pas encore décédé. Il a actuellement un peu plus de 80 ans, et dans les années 70, il était employé à la Rand Corporation, qui travaille beaucoup avec l'armée américaine. Et cet homme a eu un déclic. Un soir, il est allé écouter un activiste contre la guerre du Vietnam, et il a eu un déclic. Il s'est dit, je ne peux pas laisser passer ça, moi qui ai accès à un certain nombre de documents classés confidentiels défense dans le coffre-fort de mon bureau. On était dans les années 70, tout n'était pas encore informatisé. Joie et bonheur, non? Non. Donc il a quand même réussi à faire fuiter un certain nombre de documents en ouvrant son petit coffre-fort et en allant faire photocopier ces documents, 7000 à la main par ses copains à droite à gauche aux États-Unis. 7000 documents qui ont été baptisés quelques années plus tard les Pentagon Papers, puisqu'ils provenaient du Pentagone et qu'ils dévoilaient donc la stratégie américaine pour pourrir la situation au Vietnam avant même d'intervenir et de pouvoir justement justifier l'intervention américaine sur le terrain. 1971, ça devient l'ennemi public numéro 1, il est traqué, il est accusé, il est poursuivi pour espionnage, finalement relaxé puisque l'administration Nixon s'effondre quelques années plus tard du fait du Watergate. Et c'est vraiment le pionnier, celui qui a continué toute sa vie ensuite à soutenir un certain nombre d'autres lanceurs d'alerte, parmi lesquels Erin Brockovich, à votre droite, à votre gauche, c'est Julia Roberts, vous l'avez reconnu aussi bien que moi. J'ai choisi cet exemple, pourquoi? Parce que pour vous montrer qu'il y a toujours une dimension très romanesque dans ces histoires-là. Je parlais du déclic de Daniel Ellsberg, le déclic d'Erin Brockovich, il se fait parce qu'elle est simple secrétaire juridique dans un cabinet. Et elle se rend compte en fouillant quelques documents et en parlant avec un certain nombre de ses clients qu'il y a un souci de pollution en Californie du Sud et que l'entreprise responsable de cette pollution doit payer. Elle mène une des premières class action de masse aux États-Unis, 660 plaignants, et elle arrive, ça c'est 93 l'enquête, elle arrive en 96 à mener la boîte qu'elle accuse au procès. Il paye 333
333, c'est ça? Ouais, millions de dollars. C'est à ce jour la plus grosse amende dans une class action aux États-Unis. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment cette notion de n'importe qui, finalement, avec un petit peu de motivation et de courage, peut y arriver. Dans le domaine du médical, on a effectivement en France l'exemple de Irène Frachon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Irène Frachon, la lanceuse d'alerte du Mediator. Donc l'affaire du Mediator, je ne vais pas vous la résumer dans son ensemble, mais c'est encore une fois pour vous montrer les différents profils qui peuvent devenir des lanceurs d'alerte. C'est pour vous dire que vous et moi, tout le monde peut devenir lanceur d'alerte. Alors Irène Frachon, en l'occurrence, elle est pneumologue au CHU de Brest en 2007 et elle décide de mener une étude épidémiologique autour de ce médicament dont le principe actif, le Benfluorex, provoque, selon son étude épidémiologique, des cancers sur un certain nombre de ces patients. Non contente de faire interdire le médicament en France alors qu'il était déjà interdit dans d'autres pays, elle continue en publiant un livre en 2010 qui s'appelle, alors ça c'était sur mes notes bien évidemment, j'ai oublié le titre, Mediator 150 mg, combien de morts? Et là Servier est encore un petit peu agacé, donc continue à la poursuivre devant les tribunaux. Elle est évidemment, c'est peut-être pas si évident, on le verra tout à l'heure, relaxée. Irène Frachon, donc médecin, mais quand on parle de lanceurs d'alerte, à l'heure actuelle, les deux noms qui reviennent souvent, en tout cas selon moi, peut-être que vous en avez d'autres en tête, mais au moins un de ces deux-là, Julian Assange, Edward Snowden, je les ai mis sur la même slide déjà parce que, pas que mon intro soit trop longue, mais aussi parce que c'est les lanceurs d'alerte du monde moderne. C'est les lanceurs d'alerte du monde numérique. Je ne vais pas vous résumer l'ensemble de leurs affaires. La question importante, en tout cas pour moi, à leur sujet, c'est qu'ils ont inauguré, notamment Assange avec Wikileaks, une forme d'industrialisation du fait de pouvoir lancer l'alerte avec l'idée de Wikileaks qui, en 2006, était on a une boîte sécurisée, numérique, posez vos documents, faites-nous confiance, on ne pourra pas remonter à vous. Manque de bol, Chelsea Manning a été identifiée par d'autres voies, mais elle a été identifiée, c'est la lanceuse d'alerte, donc elle qui a donné les documents à Wikileaks, et Julian Assange qui les a médiatisés. Différence entre Julian Assange et Edward Snowden, et peut-être même les autres, c'est que Assange avait vraiment une dimension, une volonté politique derrière, et n'était pas lui-même à l'origine des fuites. Il les orchestrait, il les organisait, il les diffusait aux différents médias. Ce que je veux dire par là, c'est que entre lui et Edward Snowden, on a vraiment une inflation du nombre de documents qu'on balance et que les journalistes ou les simples citoyens vont être amenés à analyser et à déchiffrer, pardon, j'allais dire décrypter, je me serais fait taper sur les doigts, et à déchiffrer pour aller un peu plus loin et dénoncer un certain nombre d'actions, en l'occurrence pour Julian Assange, l'armée américaine, pour Edward Snowden, les agences de renseignement américaines et leurs programmes de surveillance. À chaque fois, on a quand même un certain nombre de conséquences, plus ou moins positives. Pour Edward Snowden, on peut dire, certains disent que le règlement général, votre meilleur ami, le RGPD, le règlement général pour la protection des données personnelles, provient en partie des révélations de Snowden en 2013, en tout cas la réaction de l'Union européenne. Pour Julian Assange, les conséquences, en tout cas pour lui à titre individuel, sont pour l'instant relativement beaucoup plus négatives, puisqu'il est toujours incarcéré à la prison de haute sécurité de Belmarsh au Royaume-Uni, dans l'attente de son extradition vers les États-Unis, où il risque 175 ans de prison cumulée, notamment pour espionnage. Et sa figure a été relativement salie dans un certain nombre de médias. Donc le risque qu'on prend en étant lanceur d'alerte, c'est pas rien. Et c'est notamment ce dont on va parler aujourd'hui avec Raphaël Allais. Lui, c'est pas Raphaël Allais, c'est Antoine Deltour, puisque le scandale LuxLeaks commence par un premier lanceur d'alerte, du nom d'Antoine Deltour, un Vosgien qui travaille au Luxembourg, comme beaucoup de gens qui font le pendule, gens frontaliers, qui travaille au Luxembourg chez PricewaterhouseCoopers, et qui décide, lui, de balancer aussi un certain nombre de documents qui prouvent, qui démontrent un système d'évasion fiscale. On en parlera avec Raphaël, légal, mais pas forcément moral. Et ces révélations sont suivies d'autres révélations, et on se rend assez vite compte qu'il n'y a pas seulement un, mais deux lanceurs d'alerte au sein même de PricewaterhouseCoopers au Luxembourg, et ce deuxième lanceur d'alerte, cet homme qui s'inscrit dans cette filiation, il est avec nous ce soir, et je suis vraiment ravi de pouvoir converser avec lui. Je vous prie de bien vouloir accueillir Monsieur Raphaël Allais.
On s'est déjà vu avant, mais on se resalue toujours un peu. C'est plus sympa. On vérifie le micro. Hop. Je vais boire un coup aussi avant, comme ça. Je laisse Raphaël s'installer, prendre possession des lieux. Hop. Alors, je passe à mes autres notes. Ça, c'était un petit montage de l'impact que LuxLeaks a eu. C'est quand même assez sympathique de voir à quel point l'ensemble des révélations auxquelles vous avez participé ont eu des répercussions dans la presse. On va revenir en plus en détail sur l'affaire LuxLeaks pour celles et ceux qui ne sont pas au courant. Hein. Je suis allé très vite. Et on va revenir justement avec vous sur le premier moment, en fait, où vous vous dites tiens, je vais devenir lanceur d'alerte. J'ai parlé d'un déclic tout à l'heure avec Daniel Ellsberg. Est-ce que dans votre histoire personnelle, vous avez eu la même chose? Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça? Alors moi, je connais la réponse, mais je crois qu'il y a eu ce moment de déclic, de prise de conscience. Oui, alors déjà, bonsoir à tous. Effectivement, il y a eu un déclic, on va dire une paire d'années après, puisque Daniel Ellsberg, c'était en 1973, je n'étais pas encore né, je suis né 3 ans après. Mais le déclic, c'était un peu la même chose, c'est qu'on fait un travail qui est un peu cloisonné, on a un peu la tête dans le guidon, un peu comme vous, j'imagine. Au Luxembourg, on travaille 40 heures par semaine, on a beaucoup de pression, toujours beaucoup de travail, il faut le travail à rendre pour la veille. Parce que pour le lendemain. Parce que Price, on va abréger en Price parce que de dire Price Cooper c'est un peu long. PwC. Qu'est-ce qu'ils font Ils font, c'est un cabinet de conseil. Alors PwC, un cabinet de conseil d'entreprise au sens large. Premier département, ils ont un deuxième département où ils font tout ce qui est audit, commissaire aux comptes, et un troisième département où ils font de la fiscalité, département taxe. Et vous êtes Et moi je suis au département taxe. Ok. Je fais un travail où je suis, on va dire, dans l'administratif au début. Ensuite, je suis chef d'une petite équipe de 5 personnes. Je fais toujours des projets administratifs pour les 300 personnes du département taxe. 300 personnes qui sont des juristes spécialisés en fiscalité internationale, avec différentes variations, on va dire, plus immobilier, plus américain, plus Australie, etc. Il y a plusieurs petites équipes comme ça. Et le déclic que j'ai, c'est qu'à un moment donné, je prends conscience que ce que je fais, en fait, ça va au-delà du simple conseil fiscal, c'est de l'évasion fiscale. D'accord. On a franchi un peu la ligne rouge. Et ce déclic, je l'ai déjà par des petites conversations, des petites infos que j'ai au quotidien, mais qui soient éparses. C'est un peu comme si j'avais différentes pièces du puzzle, mais sans l'image du puzzle en entier. Ouais, vous me disiez. Je ne sais pas à quoi ça correspond, ces images. Vous me disiez quand on préparait qu'un journaliste avait comparé ça à l'omerta dans la mafia, carrément. Voilà, parce que le fonctionnement, en fait, comme dans la mafia italienne, tout est cloisonné. Vous travaillez dans une équipe, vous ne savez pas ce que l'équipe d'à côté fait. Déjà, pour des raisons de confidentialité avec les clients, comme vous, j'imagine. Un client qui paye très cher veut être sûr qu'une équipe va travailler pour lui sans qu'il y ait trop d'interférences, donc tout le monde soit au courant de ce qu'il fait. Bien sûr. Pour des raisons de sécurité, tout simplement, par exemple. Et puis, il y a toute une structure pyramidale où vous avez le conseiller junior, le conseiller senior, le manager senior, le directeur junior, ainsi de suite, et on monte jusqu'à l'associé, tout en haut, qui est actionnaire et qui a des parts dans l'entreprise. D'accord. Et vous êtes plutôt en bas de l'échelle? Moi, je suis en bas de l'échelle. Je suis en bas de la chaîne alimentaire. Mais vous voyez tout passer? Mais je vois tout passer. Et à un moment donné, vous tombez sur... Et à un moment donné, en mai 2012, je vois le reportage Cash Investigation. Cash Investigation se lance à peu près cette année-là, je crois, ou l'année précédente. C'est en 2011 qu'il se lance, mais il lance ça. Ouais. Et c'est un numéro sur l'évasion fiscale au sens large, notamment au Luxembourg. Avec des documents d'Antoine Letour que vous avez cités tout à l'heure, vous explique un peu comment ça fonctionne. Au sens, on va dire, un reportage assez large, assez grand public, qui n'a pas énormément d'impact, voire pas du tout dans la presse, qui n'est pas très relayé. Mais ça a un impact sur vous. Mais ça a un impact sur moi parce que les documents que je vois à l'écran, c'est ceux que j'ai tous les jours dans les mains. Les noms qu'il y a sur les documents, ce sont mes collègues ou ma hiérarchie. Et surtout, les explications qu'il y a dedans, c'est en fait, c'est un peu la personne qui me dit, tu as toutes les pièces du puzzle, moi je vais te les mettre dans le bon ordre. Je vais te dire où les mettre sur le puzzle. Et tout d'un coup, j'ai l'image qui apparaît. Ce que je fais, ce n'est pas du conseil fiscal, c'est de l'évasion fiscale. Vous aidez on aide les entreprises, les clients, Amazon, Ikea, ArcelorMittal, Coca-Cola, etc., à payer le moins d'impôts possible, voire pas du tout. Et ça vous heurte? Ça me heurte parce que pour moi, on a franchi la ligne rouge. On est plus dans l'abus de droit
où on va utiliser toutes les règles de droit pour ne pas payer d'impôts. Quand je dis ne pas payer, c'est tendre vers zéro. Plutôt que de faire son devoir d'entreprise ou de citoyen, qui est de payer sa juste part d'impôt. Et vous prenez tout de suite la décision, vous dites tout de suite, je vais y aller, je vais balancer des documents. Comment ça se passe, encore une fois, j'allais dire, dans votre fort intérieur, quoi. Non, je me rends bien compte que là, déjà, dans le premier cache investigation, on parle de milliards d'euros, de dizaines de milliards d'euros d'impôts qui ne sont pas payés par les multinationales. Donc déjà, ce sont des sommes qui, comme n'importe qui au quotidien, me dépassent. Pour faire une comparaison, je l'ai appris par la suite, si on peut dire, un calcul. Pour faire la comparaison des sommes, on va prendre des secondes. 1 million de secondes, c'est à peu près 1 an et demi. 1 milliard de secondes, c'est 3000 ans. Oui, il y a une vaste différence. Pour vous donner un peu la proportion. D'accord. Donc si je vous dis l'évasion fiscale en France, c'est 100 milliards d'euros par seconde, c'est 100 milliards fois 3000 ans. Donc ce qu'on nous prend en 1 an, 100 milliards, il nous faudrait 3000 ans pour le récupérer. D'accord. Oui, quand vous êtes face à des sommes comme ça, où même si on est bon en maths, ça commence déjà à chauffer, à être un peu disproportionné, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? On ne prend pas la décision sur un coup de dé. Enfin, c'est pas mon genre. Ouais. Vous avez pesé quand même le pour et le contre. J'ai dosé, réfléchi une semaine, 10 jours, jour et nuit, tout seul. Ma femme qui est présente n'était pas du tout au courant. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'y vais? Avec quel risque? De quelle manière aussi? Je pense qu'on en reparlera, mais à l'époque, on ne parle pas de lanceurs d'alerte. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de protection, il n'y a rien du tout. Même s'il y a quelques lanceurs d'alerte qui ont été connus par le passé, ce sont souvent des étrangers, pas des Français. Ça n'a pas forcément débouché sur des protections, peut-être juste sur des jurisprudences juridiques, et encore. Donc la décision, c'est est-ce que j'y vais ou pas? Première question. Et deuxième question, si j'y vais, qu'est-ce que je fais? Et alors là, il y a quelque chose, comment vous faites? Il y a quelque chose qui peut intéresser un certain nombre de gens ici, techniquement, pour sortir les documents que vous voyez passer, parce que vous les voyez, vous faites partie du service qui les scanne même d'ailleurs. Est-ce que vous vous renseignez pour savoir comment les sortir de manière la plus discrète possible, sans vous faire attraper par la patrouille? C'est très simple. La décision, c'est déjà de contacter le journaliste qui a fait le cache investigation en me disant il a fait du super boulot. Le cache investigation, c'est pas la feuille de chou locale. Elise Lucet, qui présente l'émission, quelqu'un de respecté et de sérieux dans son domaine. Donc, ok, j'y vais. Et je me rends aussi compte que dans ce qu'il a expliqué, il n'a que expliqué la face émergée de l'iceberg. Mais il n'a pas une vue de tout ce qui est en dessous. Le problème est beaucoup plus gros, beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de clients, beaucoup plus de montage que moi j'ai accès puisque je le vois tous les jours. Pour sortir le document, c'est très simple. Je le contacte, il me dit on crée une boîte email. Tu as le mot de passe, j'ai le mot de passe. Tu ouvres un email, tu crées un email. Une adresse. Tu joins les fichiers PDF auxquels tu as accès dans cet email. Tu fais enregistrer et pas envoyer, et c'est tout. C'est la fameuse technique la de la boîte mail. La personne se connecte de l'autre côté, Ouais. elle a accès à l'email, elle télécharge le PDF. Il n'y a eu aucun envoi. Et pas besoin d'une clé PGP et de manière de déchiffrement. La boîte mail morte, normalement, suffit. On verra plus tard que ça n'a pas vraiment suffi en l'occurrence. Mais dans les documents, j'aimerais juste qu'on s'attarde 30 secondes sur les documents que vous partagez. Parce que vous avez mentionné que dans le premier cache investigation, autour de LuxLeaks, on n'a pas d'entreprise star, j'allais dire. Et vous, ce qui vous frappe aussi, c'est que toutes les entreprises que vous avez évoquées, Decathlon, il y a Ikea, ArcelorMittal, etc., ne se retrouvent pas dans ces premières fuites. Donc, vous allez décider de faire fuiter ces documents-là en priorité, c'est ça? Oui, parce que dans le premier cache investigation, le souci, qui je pense expliquait qu'il n'a pas eu beaucoup d'impact, c'est que les clients déjà sont étrangers, anglo-saxons pour la plupart, Pearson, GSK. Ouais. GSK, personne ne connaît, mais en fait, ce sont tous les médicaments qu'on utilise au quotidien. Midi comme ça, moi, français, ça ne me parle pas. Par contre, si on dit Amazon, Ikea, Walt Disney, ArcelorMittal, surtout ArcelorMittal en France à l'époque, en 2012, on est en pleine campagne présidentielle. Oui. François Hollande a été à Gandrange, à Uckange, etc., où les mines ont fermé. Donc c'est quelque chose dont on parle beaucoup à ce moment-là. Et c'est dans votre coin, par ailleurs? Et c'est dans mon coin, en plus. Du coup, prendre des clients français qui parlent à tout le monde, je pensais que c'était dans un esprit pédagogique beaucoup plus intéressant. Et d'impact. Et plus d'impact. Et ces documents, alors, ils ressemblent, on va les voir, ils ressemblent à ça.
Ça fait partie des choses que vous avez envoyées donc sur cette boîte mail morte, Voilà. c'est ça? Alors, il y a deux types de documents qui sont importants. C'est qu'Antoine Deltour a pris des tax rulings, des accords fiscaux, je suis rentré dans le détail, qui sont conclus entre PwC et l'administration fiscale luxembourgeoise, disant on va faire tel montage fiscal pour ne pas payer d'impôts, ou très peu, pour tel client, Amazon par exemple. Et puis il y a le deuxième type de document, en plus de toutes les explications que j'ai apportées aux journalistes, qui sont les déclarations fiscales. Vouloir faire un montage, c'est une chose, le faire, c'en est une autre. Tous les clients ne veulent pas aller jusqu'au bout. S'ils vont jusqu'au bout, ils le font à la fin de l'année, comme toutes vos entreprises. Il y a un bilan, il y a un compte de résultat, il y a une déclaration fiscale. Donc c'est la preuve que le montage a été fait. Là, par exemple, c'est une déclaration fiscale pour Amazon Eurasia Holding SARL en 2012. C'est une partie de la déclaration fiscale qui fait 26 pages. Vous avez le compte rendu du conseil d'administration. Ils sont présents Eva Zeline en personne, deux autres en téléconférence. Les deux derniers sont excusés, ne sont pas présents. Donc, le conseil d'administration se fait avec 3 personnes. Il commence le 16 avril à 16h18. Il finit à 16h20. C'est pas mal pour un CA. 2 minutes pour faire un conseil d'administration. On verra, je pense, sur la page suivante. Pour une entreprise qui est évaluée à 34 millions d'euros. On arrondit à ce niveau-là, c'est bon. Et qui dit not set, staff expenses. Je traduis en français, mon anglais étant pourri. La société n'a pas employé de salariés durant l'année financière. Comment une société peut faire un conseil d'administration en 2 minutes qui vaut 34 millions d'euros sans employer de salariés? Je vais aller voir Price, je vais leur demander. Comment on fait? Je pense que c'est le rêve de tout entrepreneur. Absolument. Donc, ce sont des petites choses qui m'ont interpellé en me disant telle société, dont on ne parlait pas dans le premier cache d'investigation, n'est pas très claire et ça mérite approfondissement. Et donc, quand vous envoyez ces mails, quand vous contactez Édouard Perrin, en tout cas le journaliste à l'origine du premier cache investigation, vous dites je souhaite dénoncer ce scandale fiscal auquel je participe malgré moi et participer modestement à ce que les règles changent, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ça, c'était vraiment votre motivation profonde. C'est une des premières phrases, même la première phrase que j'ai écrite. Vu que je ne supporte pas l'injustice depuis le début, participer à un jeu, si on peut appeler ça un jeu, où les règles du jeu sont pipées, comme celle-là, parce qu'il faut se rendre compte que ces règles-là, à l'époque, ce sont les multinationales qui le font. On parle d'Amazon, d'Ikea, etc. Ce n'est pas le plombier du coin à Luxembourg qui va aller voir son comptable, qui n'est pas du tout au courant que les tax rulings existent, pour vous dire je voudrais payer moins d'impôts comme Amazon. Ça, c'était la révélation de choc pour eux après. Mais à l'époque, c'était totalement impossible. Et donc, effectivement, ça c'est 2012. Il se trouve que ce scandale a plusieurs répercussions. On a un deuxième cache investigation fondé en partie sur vos documents en 2013, en juin 2013. Et puis, en 2014, un consortium de journalistes, l'ICIJ, International... aidez-moi, Consortium of Investigative Journalism, j'ai un anglais parfait moi aussi, l'ICIJ, auquel Élise Lucet d'ailleurs participe, décide de s'emparer du sujet et utilise un certain nombre de documents. Et là, du coup, l'affaire devient internationale. L'affaire est d'ailleurs à ce moment-là baptisée LuxLeaks, parce que quand on met Leaks à la suite d'une affaire, ça marche toujours très bien, toujours mieux. Et là, on a vraiment Price ou PwC, comme on veut, qui commence à s'agacer très très fortement et qui va rechercher du coup les taupes, et qui parvient la deuxième taupe à faire sortir en tout cas la deuxième taupe qui était donc vous encore au sein de l'entreprise. Ça faisait en tout vous y avez passé presque 10 ans. Oui. Et donc là, on arrive en 2014, c'est ça. Et là, il se passe quelque chose, c'est une mécanique qui commence à se mettre en place, qu'on peut assez aisément qualifier de machine à broyer, et qui va se mettre en route et qui va commencer par un moment assez douloureux pour vous et votre famille, par une espèce de perquisition civile sur laquelle j'aimerais que vous reveniez rapidement quand même. Oui, parce que effectivement, le premier cache d'investigation, donc mai 2012, Antoine Deltour est trouvé assez rapidement, parce qu'il y a une faille au niveau sécurité informatique, qui est en fait ces fameux tax rulings. Ce sont des documents donc originaux, papier, qui font 20, 30, 40 pages, qui sont rédigés par PwC pour le compte d'un client, que l'inspecteur du fisc, Marius Cole, a signé en 30 secondes, 1 minute 30 chrono,
Ah, là aussi, ça fera Mais tout va très vite au Luxembourg. Ça va Raphaël, très très c'est vite. ça Mais bon, 2 minutes 30 pour lire, comprendre un document de 25 pages en anglais, juridique, et dire OK, l'investissement de 2 milliards, il est en règle avec toutes les conventions internationales fiscales. Je veux bien qu'on soit fort dans son domaine, mais... C'est peut-être un homme brillant. Voilà. Ces documents-là, par exemple, à l'époque, sont scannés sur un simple photocopieur, envoyés sur un serveur. La secrétaire récupère le fichier PDF. Elle le met dans le dossier du client, dans la, comment on peut appeler ça, la base de données numérique. Je pense qu'on appelle ça comme ça, la gestion numérique. Et basta. Sauf que ce serveur, il n'est pas sécurisé. Il n'y a pas qu'elle qui a accès. N'importe qui connaît l'adresse tape dans sa barre Windows, explorateur de fichier, et tombe sur les documents. C'est pas mal ça, hein, pour des spécialistes comme vous, c'est intéressant. Dans le même genre de choses, ces documents sont ensuite mis sur une clé USB, simple clé USB, que tout le monde connaît, ni crypté, ni sécurisé, ni rien, comme ça, et sont donnés par coursier à l'inspecteur des impôts, pour qu'il puisse récupérer les PDF. D'accord, on met les PDF, l'ensemble de ces déclarations fiscales, sur une clé USB, et on prend un coursier, on l'envoie à l'inspecteur des impôts pour lui éviter de scanner, le pauvre, et l'administration, il n'a pas de moyens, il n'a pas de scanner, sauf que le coursier, plusieurs fois, perd la clé. L'inspecteur perd la clé et dessus, vous avez des dizaines de documents très confidentiels. D'accord. Pour vous donner un peu le niveau de sécurité à l'époque. Dans le même genre de choses, ces documents que j'ai donc mis dans des emails pour le journaliste, qu'il a récupéré ensuite, ce sont ça que PwC arrive à trouver assez facilement et arrive à faire une enquête. Après le deuxième cache d'investigation, il peut arriver chez moi. Là, ils arrivent à remonter jusque chez vous. Voilà, il faut une enquête interne qui est assez facile, qui est de voir quel document auquel j'ai eu accès ces dernières années, dans le cadre de mon travail au quotidien, tout simplement. Donc ça représente des milliers de documents, puisqu'on a des milliers de clients, des milliers de documents à traiter, des milliers de scans, etc. Et quand ils arrivent chez moi, ils arrivent à trouver assez facilement que je désigne un échange d'emails avec le journaliste. Alors, attendez, mais ils n'ont pas ces emails avec les PDF. Quand vous dites « ils arrivent chez moi », c'est déjà un peu étonnant. C'est-à-dire que comment ils arrivent chez vous, sur quelle base ils arrivent chez vous, qui arrive chez vous? Alors, c'est toute une péripétie. C'est là où vous disiez tout à l'heure que c'est romanesque. J'ai un serrurier, 4 gendarmes, un huissier, un expert informatique, le directeur juridique de Price qui débarque. Le directeur juridique de Price qui débarque pour récupérer donc à la base, à l'origine des ces documents. Les documents, parce que ce qui l'intéresse, c'est de savoir quels documents et quels clients sont impactés, pour pouvoir les prévenir. Parce qu'on a la pression. Comme vous disiez, il y a déjà eu un premier lanceur d'alerte. Les clients leur ont mis la pression en disant attention les gars, vous avez un lanceur d'alerte chez vous, vous faites ce que vous voulez, mais il n'y en aura pas un deuxième. Quand vous avez le PDG de McDonald's Monde, le PDG ou Jeff Bezos qui vous appelle, oui, vous avez beau être gros au Luxembourg, ça vous met quand même un peu la pression. Quoi. Vous faites pas trop les malins. Du coup, ceux-là débarquent. Ils trouvent assez rapidement, on va dire, les emails que j'ai pu échanger, et pas les emails avec les PDF. Sauf que bon, l'expert informatique n'est pas très futé. Moi, j'ai un iMac à la maison, il est spécialisé dans les PC. Il n'arrive pas à se servir de la souris sans fil. Il dit, bon, on va faire simple, ça fait 2 plombes qu'on est là, j'embarque tout, celui-ci, on liste le matériel, et puis on verra ça plus tard. Alors, ils ont vraiment tout embarqué. Hein. Ils ont embarqué jusqu'à la tablette de vos enfants. Quoi. Des enfants. On ne sait jamais. Hein. Et puis, à un moment donné, donc, cette péripétie est faite. C'est là que le plan a été très bien préparé, mais sur le coup, donc j'ai la pression, je sors de l'hôpital, je suis venu avec des faux prétextes des gendarmes pour revenir au plus vite à la maison. Ce que je ne prends pas conscience, c'est qu'il y a une voiture, un Porsche Cayenne, au carrefour dans le village qui attend avec l'ADRH et le numéro 5 de la boîte pour venir. Alors qu'on résume, du coup, on a une perquisition civile qui a lieu au domicile de monsieur, sur des motifs, on en parlera juste à l'instant, sur des motifs un petit peu étonnants, pour récupérer les documents, récupérer le matériel. Raphaël Allais, à cette époque, vous êtes effectivement pas très bien pour diverses raisons, donc vous êtes hospitalisé, ils le savent, et pour le faire venir quand même, ils prétextent un cambriolage. Les gendarmes disent, votre maison a été cambriolée, il faut que vous veniez nous ouvrir. Voilà. Donc on a quand même un certain nombre en termes d'actions, des choses qui sont un peu limites, on va dire, mais ce qu'il y a de plus, c'est malheureusement assez courant, mais ce qu'il y a de plus limite, c'est le prétexte sur lequel on est allé, on est allé jusqu'à chercher, fouiller chez vous.
et notamment la base juridique sur laquelle ça a été effectué. Oui, puisque là, en fait, les gendarmes ont juste l'ordre de me faire venir, moi et ma femme, le plus vite possible, sous n'importe quel prétexte. Donc, cambriolage pour l'un, vol de voiture pour l'autre. Pour l'autre, c'est l'inverse. Donc, même entre eux, ils ne sont pas d'accord quand ils passent les coups de fil. Vous auriez dû recouper les infos, enfin. C'est pas pour rien qu'ils ont été mutés par la suite. Mais bon. Celle qui a donné l'ordre, c'est la présidente du tribunal de grande instance de Metz. C'est-à-dire que les avocats de PwC ont réussi à passer par la voie civile, à faire une requête sur ordonnance, pour parler du terme technique. C'est-à-dire que plutôt que de porter plainte à la gendarmerie luxembourgeoise, de faire tout le circuit de juge d'instruction luxembourgeoise, demande d'entraide internationale, police française qui fait une perquisition, ça repart dans l'autre sens et ça prend 2 ans, ils se sont dit on va aller au civil à Metz, je n'habite pas loin de Metz, on va faire une requête sur ordonnance, on vient saisir le matériel informatique, et ça allait beaucoup plus vite. Après, on pourra fouiller dedans. Alors effectivement, c'est allé très très vite, et c'est allé tellement vite que la présidente du tribunal de grande instance n'a pas pris vraiment le temps de bien lire ce qu'elle signait, puisque l'ordonnance est rédigée par un avocat de PwC, lui mettre sous le nez, lui mettre un peu la pression, ce salarié a piqué l'ordinateur, il a correspondu avec des personnes, on veut voir ce qu'il a fait. Et vous signez en bas, voilà. Sauf qu'elle signe un document d'une 15aine de pages. Il y a un paragraphe qui pose problème, c'est qu'elle autorise donc les avocats de PwC et PwC, donc leurs clients, à saisir toute correspondance entrante ou sortante avec un journaliste, y compris les emails et les documents. Et ça, donc c'est une violation du secret des sources. Voilà. Loi de 1881 que tout le monde connaît dans le milieu judiciaire, elle n'est pas toute nouvelle. Et ça pose problème parce que, en fait, c'est totalement interdit. C'est interdit, du coup, normalement, la perquisition ne tient plus. Et cette dame, qui s'appelle Patricia Pomonti, a été confrontée par un autre journaliste, collaborateur d'Édouard Perrin, dans le cadre d'un envoyé spécial qui vous a été consacré en 2016. On va vous passer l'extrait. Est-ce que vous aviez conscience, quand vous signez cette ordonnance, que, quelque part, vous autorisez une multinationale à accéder à la correspondance d'une source avec un journaliste ? Alors, non, ça c'est vrai que j'ai pas du tout... une fois de plus, je crois que je ne me situais pas dans ce cadre-là. C'est marqué dans l'ordonnance, je cite, vous autorisez donc Price à prendre copie des mails entrants et sortants, y compris tout mail et toute pièce attachée adressée ou reçue d'un journaliste. Ça, oui. C'est indiqué dans votre ordonnance. Oui, je ne m'en souviens plus. Si vous le dites, je veux bien vous croire. Je l'avais ici, là. Prendre copie. Oui, alors effectivement, si c'est écrit, c'est écrit. Je ne peux pas l'enlever. Est-ce que vous êtes sûr de la légalité de cette mesure ? La légalité par rapport à quoi ? Par rapport au secret des sources. Bien dans ce cas de figure. Je pense que le but de cette ordonnance, c'était pas tellement ça. C'était vraiment de poursuivre effectivement un employé qui avait volé des documents. Ça, si c'était à refaire ? Disons que dans le contexte actuel et avec du recul, je supprimerais sans doute effectivement cette phrase, vous avez raison. Elle supprimerait cette phrase avec du recul. Sauf que en signant ce document, ça a vraiment déclenché l'ensemble de la machine et de la mécanique. Les gendarmes chez vous, la pression sur vos épaules, sur celle de votre épouse, qui du coup n'était pas au courant que vous aviez fait fuiter ces documents et qui se retrouve plongée au milieu du maelstrom aussi. Et vous êtes donc sous pression de tous les côtés. Vous êtes d'ailleurs pas très bien physiquement, vous, à ce moment-là. Et donc Price continue. Une fois que la perquisition a eu lieu... Et ils font le directeur juridique qui est resté avec des gendarmes et l'huissier me demande s'ils peuvent faire venir 2 autres personnes de Price. Donc on va dire que machinalement je dis oui, sans comprendre qui et pourquoi. Ils sont encore chez vous là ? Pardon ? Ils sont encore chez vous. Ils sont dans mon salon. D'accord. Et les 2 personnes qui sont sur un Porsche Cayenne sur le Carrefour arrivent.
donc la DRH, est le numéro 5 de la boîte. Numéro 5 est en fait le directeur du département fiscal où je travaille, D'accord. que je côtoie tous les jours. Et là, ils viennent, et dans le salon, pendant 2 voire 3 bonnes heures, on fait un interrogatoire, mais employeur-employé, comme ils disent. On ne veut pas porter plainte, on n'est pas dans ce cas de figure, on est juste dans une discussion employeur-employé. Sauf que c'est un peu bizarre, parce que j'ai 2 personnes face à moi, une autre à ma gauche, donc table de salon, on va dire mon petit salon de maison de campagne, et derrière, j'ai 3 gendarmes. J'ai un huissier. Une discussion normale entre employeur et employeur. Voilà, avec des gros classeurs. Il sort du classeur la photo de mon mariage, la photo de la voiture d'occasion que je vends sur le Bon Coin. Ils ont fait une vaste recherche quand même sur le Bon Coin. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? C'est un peu bizarre. Bref. Je sais qu'à ce moment-là, je regarde ma femme, on se regarde, on se dit, mais comment l'employeur a la photo du mariage? Personne ne l'a eu, on n'a pas mis ça sur les réseaux sociaux, on n'a pas de compte Instagram à ce moment-là, on n'a rien du tout. Et surtout, pourquoi les gendarmes sont toujours derrière? Donc au bout d'un moment, en essayant de prendre un peu de recul, d'être un peu lucide, on a un échange assez tendu. Je leur dis, c'est simple, c'est soit il y a un problème, vous portez plainte, on va au commissariat, à la gendarmerie, c'est les gendarmes derrière qui me posent des questions. Et là, on retourne dans un truc classique, avocat, droit au silence, etc. Soit c'est employeur-employé, eux, ils n'ont rien à faire ici. Et donc c'est un autre cadre, bien sûr. Mais ça dure un moment comme ça. Jusqu'au bout de quelques heures, je leur dis, bon, stop, on va arrêter là. Je prends un avocat et ça se passera entre avocats de manière légale. Avec le recul, je comprendrai que en fait, ça les embête beaucoup. Parce que qui dit avocat dit publicité, qui dit plainte au pénal dit publicité, c'est exactement ce qu'ils veulent éviter. Donc ils veulent négocier. Ils préfèrent laisser ça de côté et s'arranger avec vous. Voilà. Ce que je ne sais pas à ce moment-là, c'est qu'effectivement, ils ont la pression de leurs clients au niveau mondial en leur disant, le deuxième là, on ne veut pas en entendre parler, vous l'étouffez, vous mettez sous cloche, vous éteignez l'incendie, comme vous voulez, mais on ne veut pas en entendre parler. Donc tout ce que vous vivez vient de là, en fait, vient de cette pression, effectivement, tout le monde a la pression, mais finalement c'est sur vous qu'elle retombe, et qu'elle retombe de manière assez violente, et cette pression elle va donc continuer, puisque vous allez être convoqué chez l'huissier, puis ensuite à nouveau dans les locaux de l'entreprise. Voilà, puisque en fait on se quitte sur ce point-là, où rien n'est résolu pour eux, parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir exactement ce qu'ils voulaient. On est un peu dans l'entre-deux. Au bout de 8 jours, en fait, leurs avocats rappellent le mien, que j'ai pu trouver, en disant on veut négocier, on veut se voir. D'accord. Donc, un avocat pas du tout spécialisé dans ces questions d'évasion fiscale, le mien documents. Oui, le mien, je l'ai trouvé dans les pages jaunes. Voilà. Quand vous êtes sous pression, faites le plus simple, les pages jaunes, tac, le plus près, qui peut à peu près comprendre. Je vais quand même poser la première question, c'était quand même, est-ce que vous avez des liens avec Luxembourg, avec Price? Je suis quand même un peu assuré qu'il n'était pas trop mouillé, quoi. Parce que ça serait le comble. Oui, ce serait un peu compliqué, oui. Et puis, donc, au bout de 8 jours, on se retrouve en fait chez l'huissier qui a ce matériel, qui lui a fait son travail, on va dire légalement. Il a saisi, il a listé, avec le numéro de série, etc. Et débute de 15h30 à peu près jusqu'à 4h du matin. De 15h30 à 4h du matin 4h du matin. D'accord. À 4h30. La nuit de l'horreur, comme on dit. Et en fait, on se retrouve chez l'huissier, donc le numéro 1 de PwC qui est venu exprès. Alors attendez, le numéro 1 de PricewaterhouseCoopers qui est venu exprès de Luxembourg. Voilà. Il vient chez un huissier dans la région de Metz. Voilà. Il vient avec le directeur juridique en question, avec une troisième personne. On a l'huissier, on a aussi l'expert informatique qui est là, qui est content puisqu'il a enfin une souris avec un PC, etc. pour projeter sur grand écran ce qu'il a pu copier sur une clé USB, on va dire. Et puis, il y a moi et mon avocat. On attaque, qu'est-ce que tu as pris comme document, quels clients sont concernés, etc. On veut négocier, quelles sont tes motivations, etc. Et surtout, là où ça dérape encore une deuxième fois, c'est qu'au bout de quelques heures, ils me disent, tu vas appeler ta femme, qui est au travail, vers 18h, mais qui va venir, et on veut l'interroger pour savoir si elle n'est pas complice. Mais on reste toujours dans une relation employeur-employé. Bien sûr. Et votre avocat, là, il se dit, on va peut-être arrêter là, messieurs. Bon, peut-être pas. Il dit, sinon, vous allez voir ce qu'on va vous mettre, etc. Bon, je l'appelle, elle vient. Elle n'est pas trop au courant de ce que j'ai fait. J'ai juste eu la perquisition une semaine, 8 jours avant. Et en fait, avec le recul, c'est quelque chose aussi que je vais comprendre, c'est assez machiavélique, c'est qu'ils vont se servir d'elle pour me mettre la pression sur moi. Oui, ça, en disant, faites-le parler, parce que sinon, ce sont vos enfants qui vont payer.
va leur réclamer des sommes astronomiques. Là, il vous parle de quoi? Il vous parle de combien il vous donne des chiffres pour vous faire peur? Au final, pour vous dire, à 24 heures du matin, on va signer un accord transactionnel qui est je ne raconte rien de tout ça à personne et eux ne portent pas plainte contre moi. Ils peuvent me réclamer 10 millions d'euros. 10 millions d'euros de dommages et intérêts, saisir ma maison et porter plainte s'ils le souhaitent. C'est un accord équilibré. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Pour vous, et vous êtes tranquille du coup. Voilà ce avec quoi vous vous retrouvez à 3h du matin, avec en plus des déclarations qui ont été après tirées. Les gens ont tiré des conclusions sur des choses que vous avez dites sous la pression, qui n'ont pas été. C'est pire que dans un mauvais polar où des policiers mettent la pression sur des accusés. Alors que là, on est hors cadre, encore une fois. On est dans un cadre qui ne devrait pas amener à un accord transactionnel de ce type. On est dans un cadre américain où en fait on négocie, on signe un accord. Reste toujours dans l'employeur-employé. Alors bien sûr que c'est ça, ma femme va le signer aussi. Votre femme signe l'accord transactionnel. Ok. Je laisse à chacun le droit de penser ce qu'il veut de cette attitude de PricewaterhouseCoopers. Démarre quand même ensuite, alors c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a un accord transactionnel qui est signé, qui donc normalement garantit l'absence de poursuite juridique, mais aux surprises, vous êtes convoqué au tribunal. Oui, la juge d'instruction au Luxembourg qui instruit en fait la première plainte contre Antoine Deltour dans l'information qu'il y a un deuxième lanceur d'alerte. Et comme elle a instruit une plainte contre X, son supérieur, si on peut dire, le procureur de Luxembourg, dit vous intrusez aussi contre le deuxième lanceur d'alerte. On va obliger PwC à donner le nom, puisque la plainte étant contre X, vous inculpez tout le monde. Et ça, c'était combien de temps après la signature de l'accord? Voilà. C'était combien de temps après? C'était 2 ans, 2014, 2016, 2 ans après. 1 an et demi, presque 2 ans Donc après. pendant 1 an et demi, 2 ans, vous ne parlez à personne de toute cette histoire, à part évidemment à votre femme qui a dû elle-même signer l'accord. Vous êtes tous les deux dans ce secret, avec cette pression sur les épaules. Vous ne pouvez en parler à personne, donc vous en parlez à personne. Vous pensez que c'est derrière vous, je me mets un peu à votre place, en empathie. Vous pensez que c'est derrière vous, et là tout d'un coup, bam, boîte aux lettres, convocation, tribunal. C'est recommandé en janvier 2016, à la boîte aux lettres, convocation sur la juge d'instruction Luxembourg. Et finalement, alors on se dit, tiens, encore une mauvaise nouvelle pour Raphaël Allais, mais sans cette convocation et sans ce procès, pour le coup, on ne serait pas là ce soir à pouvoir échanger sur ce sujet-là. En quelques mots, en fait, c'est un peu une affaire dans l'affaire, c'est que quand je me retrouve dans la juge d'instruction Luxembourg, cet accord employeur-employé est toujours valide. Donc elle n'en a pas conscience. Elle n'est pas au courant, elle a juste mon nom. Au Luxembourg, c'est particulier, ça fait partie de l'Union européenne, c'est que vous avez la partie, c'est-à-dire l'accusé, moi, face à la juge, avec mes avocats, vous avez aussi la partie civile qui est dans le même bureau pendant l'interrogatoire. En France, c'est séparé, c'est ou l'un ou l'autre. Au Luxembourg, particularité, tout le monde est interrogé en même temps. Oui, comme ça au moins, s'il y a des pressions, etc., elles peuvent s'exprimer. Ça permet à PwC d'écouter ce que je dis et de me faire comprendre avec des regards que l'accord est toujours valide et que je n'ai pas le droit de parler. Donc répondre à une juge d'instruction en n'ayant pas le droit de répondre, c'est un peu compliqué. Ça vous met dans une situation encore super agréable et qui va durer jusqu'à ce que la première audience ait lieu et qu'il y ait un retournement de situation, encore une fois digne d'un roman. On insiste sur le côté romanesque de la chose, mais retournement de situation, puisque une avocate, celle d'Édouard Perrin, pour le coup, qui est aussi co-accusée avec Antoine Deltour et vous-même, une avocate a fait son travail, c'est-à-dire a lu des documents. Et a trouvé dans ces documents la mention d'un accord transactionnel, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises, signé entre PwC et Raphaël Allais. Et du coup, au cours de la première de cette instruction, va être révélé cet accord transactionnel qui, du fait de sa révélation même, devient caduc. Et qui donc, si je ne dis pas de bêtises, libère à ce moment-là votre parole, c'est ça? Tout à fait. Puisque c'est un tiers qui a eu connaissance de l'accord, donc l'avocat d'Édouard Perrin, qui le révèle publiquement. Moi, j'ai respecté ma parole de ne pas en parler, de ne pas le révéler, de ne rien dire. Si quelqu'un d'autre est tombé dessus, en gros, c'est pas mon problème, et puis tant mieux pour moi, quoi.
Et là, pour le coup, vraiment, tant mieux pour vous, puisque vous pouvez enfin révéler déjà, dire que vous êtes, qui vous êtes, ça, il le savait, mais ce pourquoi vous avez fait ça. Oui, surtout que quand le procès commence, donc on est au premier jour, à la première minute, à la première seconde de l'audience, les juges arrivent, et en fait, là, on est encore dans la stratégie, parce qu'on n'a pas le choix, c'est de dire, l'accord, on n'en parle pas, et on va répondre, mais cette fois-ci aux questions d'un tribunal, sans avoir le droit d'y répondre. On est un peu coincé. Le plan B, c'est de se dire on va trouver une solution par rapport à l'accord. Et en fait, elle arrive très vite. C'est qu'avant même que les juges n'ouvrent la parole, en fait, n'ouvrent les débats, l'avocate d'Edouard Perrin dit j'ai un souci, c'est que un des accusés a parlé sous la contrainte, en quelque sorte. Il y a un accord transactionnel, etc. Et elle dévoile ça. Donc là, on passe immédiatement au plan B, qui est maintenant, je peux parler, je peux révéler tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris. Surtout, on peut enfin parler d'évasion fiscale. Et on peut enfin parler du fond du sujet, du cœur du problème, et de ce pourquoi vous avez pris l'ensemble de ces risques qui ont effectivement donné lieu à un certain nombre de conséquences que vous aviez difficilement anticipées. Donc l'ensemble de cette procédure, de ce procès, du coup pour vous en fait commence réellement une espèce d'épopée judiciaire dans laquelle vous allez pouvoir enfin vous dire et vous assumer en tant que lanceur d'alerte. Combien de temps ça dure ? Ça dure 8 ans, de 2014 à cette année, 14 février. Donc, en gros, j'ai fait tout le parcours, j'ai fait la totale. Premier procès, cour d'appel, cour de cassation, première chambre de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Et tout ça avec des frais juridiques engagés, etc. Vous aviez du soutien, vous avez réussi. On est sur cette slide depuis tout à l'heure, mais voilà, comme ça, les gens, si vous pouvez noter le nom des réseaux sociaux. Mais vous aviez du soutien. On sait qu'Antoine Deltour était soutenu par un certain nombre de comités, de gens, etc. Vous, ça s'est mis en place aussi ça Non, pas du tout. Au niveau politique, quasiment rien, à part quelques politiques qui s'intéressent aux lanceurs d'alerte. Pour la plupart des députés européens, allemands ou écologistes. En termes de soutien, c'est ce que j'appelle la foule des anonymes, c'est-à-dire toutes les personnes qui s'intéressent aux lanceurs d'alerte ou à l'évasion fiscale ou qui trouvent ça injuste et qui vont aller, comme vous le montrez, sur Internet, sur luxix.fr, notre site, pour envoyer un message ou faire un don ou nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Parce que moi, dès le début, contrairement à d'autres lanceurs d'alerte, je ne fais pas partie d'un syndicat, ni d'une association, ni d'un parti politique. C'est vraiment un citoyen à la base qui se lance. Tout seul, on va dire, et qui, pour moi, c'est important de ne pas être rattaché à un parti ou à une obédience quelconque. Vous avez été approché par des gens après pour genre rejoins-nous, je sais pas, des partis oui, politiques. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, qui me soutiennent pour diverses raisons. J'allais dire, j'accepte tous les soutiens de bonne volonté. Le combat, je pense, d'évasion fiscale est le même pour tout le monde. 100 milliards d'euros par an pour la France, c'est 2 fois le budget de l'éducation nationale. Donc, quand on n'arrive pas à recruter des profs, qu'on n'arrive pas à payer les infirmières à l'hôpital, on l'a vu avec le Covid, pour moi c'est du pipeau. L'argent il est là, il faut aller le chercher. Alors ça c'est un discours qu'on qualifierait plutôt de gauche dans le. Non mais je sais pas si vous vous réclamez de cette. Vous dites j'ai pas d'obédience politique, mais ce discours-là c'est un discours qualifié comme étant de gauche. Pour vous c'est du bon sens a priori. Mais les personnes de gauche me soutiennent parce que on va dire c'est plutôt les Mélenchon, les Nupes, etc. Maintenant qui me disent l'évasion fiscale c'est mal, il faut les attaquer, Bezos il faut le mettre en tôle, etc. Bonjour les Donc riches. vraiment l'injustice fiscale. Et puis les personnes de droite vont me dire on vous soutient parce que c'est pas juste. Il n'y a que Amazon et les gros qui peuvent faire de la défiscalisation et moi, médecin, notaire, avocat, je peux pas. Ils prennent trop cher au Luxembourg. Comme quoi, vous faites l'unanimité. Non mais c'est bien. Oui, de toute façon, le combat est le même. Après, tant que les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. Aussi. Et du coup, quand même, on a eu un certain nombre de conséquences sur on va revenir aux conséquences après, mais on va rester sur les conséquences pour vous. Vous avez mentionné première instance à la CDH, deuxième instance à la CDH, ça c'est tout récent, c'est fin février 2023. 14 février pour la Saint-Valentin. Joli cadeau. Un beau cadeau. Ouais, vous avez visité Strasbourg pour la Saint-Valentin, c'est très bien. J'en viens, c'est très joli. Je ne le ferai pas 2 fois. Oui, j'espère pour vous que vous ne le ferez pas 2 fois. Important quand même parce que la CDH qui donc est à Strasbourg vous reconnaît comme officiellement le second lanceur d'alerte de l'affaire LuxLeaks. Qu'est-ce que ça a comme impact ? Déjà, il y a un arrêt à votre nom, la CEDH, ce qui est assez classe. C'est sympa. C'est plutôt sympa. Et qu'est-ce que cet arrêt, il dit quoi ? L'arrêt dit en gros, de manière claire, et puis de manière, on va dire, sous-entendue, plusieurs choses. De manière très claire, c'est que
Les révélations, quels que soient les effets dommageables sur une entreprise, du moins qu'elle serve l'intérêt général, nécessitent que le lanceur d'alerte soit protégé. Il y a 6 critères que la jurisprudence précédente avait dit pour être lanceur d'alerte. Il faut être de bonne foi, il ne faut pas avoir gagné d'argent avec ces révélations, il faut que l'intérêt soit public et l'intérêt général, c'est-à-dire que la petite entreprise de plomberie du coin qui tire 1 000 € dans la caisse, ce n'est pas l'intérêt général. Il faut parler de sommes ou de choses, ou de santé publique, comme Irène Frachon tout à l'heure. Une fois que ça c'est respecté, quelles que soient les conséquences de vos actes, si c'est dans l'intérêt général et que ça respecte ça, vous ne pouvez pas être condamné. Ça, c'est écrit noir sur blanc. En plus que je sois un lanceur d'alerte, c'est écrit noir sur blanc. Même si Luxembourg l'avait écrit, mais avec une autre formulation. Et surtout, de manière indirecte, ça dit que tout ce que j'ai pu donner comme information aux documents sont vrais, sont justes. C'est-à-dire que le Luxembourg est un paradis fiscal, que mes révélations ne sont contestées par personne, que ça a fait avancer le débat, puisqu'il y a eu des avancées juridiques, techniques, fiscales, etc. Et que tout ce que j'ai subi, je n'aurais pas dû le subir, que ça nécessite à minima réparation. Et vous êtes donc, voilà, vous avez aussi une réparation. Alors, évidemment, l'argent, dans ces cas-là, ne répare pas le préjudice moral, d'autant que la somme que vous avez reçue n'est pas extrêmement élevée, puisqu'il s'agit de 15 000 €. Et frais de justice, 40 000, ça couvre quoi Un avocat au Luxembourg, c'est 850 € de l'heure. Pardon ? 850 € de l'heure. 850 € de l'heure, un avocat au Luxembourg. Et il vous facture tout, c'est normal, quelque part. Oui, bien sûr. Restaurant, hôtel, ticket de parking, etc. Donc, quand vous faites 3 procès au Luxembourg, où ça se passe sur 3 semaines à chaque fois, plus les heures et les heures de préparation, etc. Ça dépasse la balance. À un moment donné, on arrête de regarder le poids et l'aiguille parce que ça fait trop de mal. On dépasse largement les 40 000 € de frais de justice dans leur ensemble, quoi. Okay. Mais c'est pas important, effectivement. Vous dites d'ailleurs à ce sujet que ce rendu-là de la CEDH, c'était pour vous évidemment le meilleur moment presque de votre vie, quoi, d'avoir été pour le coup reconnu sur l'ensemble des critères que vous avez listés. Il y a autre chose qui a été quand même assez positive, mais vous étiez au milieu de l'affaire, vous, à ce moment-là. Il y a eu des conséquences de cette affaire LuxLeaks quand même au niveau politique. On a une directive imposant aux pays européens de s'échanger les accords secrets qui permettent cette évasion fiscale qui jusqu'ici était en tout cas légale, était autorisée en tout cas. Donc ça n'est plus le cas. Est-ce que ça c'est ce à quoi vous vouliez aboutir ? C'est ce que je disais au départ, ce sont les règles du jeu qu'il faut changer un petit peu. Donc l'échange automatique de ces fameux documents, maintenant tous les pays se les échangent, ça se fait en transparence et non plus de manière secrète, confidentielle. Donc effectivement, maintenant il y en a beaucoup moins. On tourne à une quarantaine de tax ruling à l'année au Luxembourg. À l'époque, on était à 800 ou 1200. Par an. Ouais, donc on passe on va dire 2000, j'arrondis, 2000 documents par an à 40. Avant, c'était Marius Cole tout seul dans son coin avec sa petite secrétaire qui les validait en 1 minute 30 chrono. Maintenant, c'est une commission de 5 inspecteurs du fisc qui mettent 6 mois à bien les lire. Ça coûte 10 000 €. Donc, vous allez, quand vous êtes sûr de les avoir, vous avez effectivement tout ce qui est débat sur la fiscalité. Il y a beaucoup plus d'informations échangées, beaucoup plus de montages qui maintenant sont interdits, qui étaient autorisés à l'époque. Parce que le montage a des noms assez exotiques, le sandwich irlandais, le double Irish. Maintenant, tout ça, les montages c'est un peu la stratégie de Dracula, en fait. Ouais. C'est comme les vampires n'aiment pas la lumière, les fraudeurs n'aiment pas non plus la transparence. Donc, à partir du moment où vous leur mettez la lumière sur ce qu'ils ont fait, vous asséchez le marigot. Certes, ça va reprendre ailleurs d'une autre manière, mais au moins, vous allez dire stop à ça, puisqu'on a mis la lumière dessus, on va recadrer tout ça. Maintenant, il faut autre chose, évidemment. Mais ça permet un peu de border le sujet petit à petit. Et est-ce que vous avez des nouvelles de vos anciens collègues chez Price ? Est-ce que les serveurs sont sécurisés maintenant ? Il faut leur poser la question, mais je sais que ça a causé pas mal de remous en interne que tout ça ne soit pas aussi sécurisé. Parce que les clients à l'époque payaient quand même aussi, en plus du montage fiscal, pour le fait que tout ça soit confidentiel, soit sécurisé. Un tax ruling, par exemple, est facturé à l'époque au minimum 25 000 €. L'original, le client qui a payé n'y a pas accès. Il n'a même pas une copie. S'il veut y avoir accès à l'époque, il passe un coup de fil, il a un rendez-vous. L'archiviste va le chercher aux archives au 3e sous-sol, le remonte dans une salle sécurisée. Il y a l'archiviste qui est là en permanence quand le client ou son envoyé le consulte. Pas de crayon, pas de bloc-notes, pas de téléphone, pas de caméra, pas de photocopie.
quand vous avez payé très cher pour ça, pour un investissement de plusieurs centaines de millions de dollars ou d'euros, ou voire même milliards, ça s'est mal passé au début. Maintenant, je pense qu'ils en font beaucoup moins, parce que surtout l'ensemble de Luxembourg, il n'y en a plus que 40 à l'année. On va dire que, comme disait le nouveau PDG de PwC, il a dit le business de tax ruling est mort au Luxembourg. Donc ils se sont mis sur un autre business. Bon, ils n'ont pas disparu pour autant du Luxembourg. Merci beaucoup pour votre témoignage, Raphaël Allais. Vous pouvez l'applaudir avant de lui poser des questions. On a le temps, avant de boire un coup, pour quelques questions, me semble-t-il. Je vous ai vu, entendu réagir. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions dans la salle? On me pointe quelqu'un du doigt de façon... Non? Personne? Ah, j'en ai une là-bas. On a un micro qui va arriver. C'est bon. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en quelques mots avant de poser votre question? Merci beaucoup, madame. Voilà, Maricela Pellegrin-Baumel de l'établissement français du son. Merci pour votre témoignage, monsieur, mais je voudrais savoir quelles sont les conséquences a posteriori, une fois que vous avez lancé l'alerte, parce que vous avez, j'imagine, entraîné toute votre famille, et comment vous vivez maintenant ça? Est-ce que vous avez trouvé du travail? Est-ce que vous avez fait le bilan de ce que vous avez fait? Parce que tel que vous le voyez, votre avocat, il n'a pas été super bon. Vous l'avez payé très cher, mais je ne sais pas s'il a été bien guidé. Mais quelles sont les conséquences pour vous? Est-ce que vous avez fait le bilan? Ça, c'est hyper intéressant. Les conséquences, c'est que dans l'accord que j'avais signé à l'époque, ils me licenciaient. Mais c'était sympa, ils me donnaient un papier comme quoi j'avais le droit au chômage. Du coup, j'ai fait 2 ans de chômage en France. À l'issue des 2 ans, j'ai retrouvé du travail en repassant des concours dans l'administration française. Donc en fait, en repartant en bas de l'échelle, concours avec la foule comme les candidats, comme tout le monde. Et puis maintenant, je suis fonctionnaire pour l'État français. Très bien. Mais j'ai eu aucune aide de l'État français à l'époque. C'est ce qui surprend quelques journalistes comme vous, c'est pourquoi avec autant de révélations ou autant d'argent à aller chercher, vous n'avez pas été contacté par un service du fisc ou autre. Bizarrement, non. À l'époque, c'était Michel Sapin qui était ministre des Finances. Je l'ai rencontré en public, justement, dans une soirée comme ça, parce qu'il ne voulait pas me répondre par courrier ou par téléphone. Et sa première question, ça a été « Vous êtes luxembourgeois ?» Ça fait 3 ans que le scandale a éclaté. Non, je suis français. Ah bon, et il est parti. Du coup, en termes de conséquences, personnellement, c'est ça. En termes de conséquences financières, c'est vendre la voiture, vider les comptes, vider tout ce qu'on peut vider et faire tous les crédits qu'on peut faire pour payer les factures. Comme je le disais, les avocats ne travaillent pas gratuitement. Les seuls gagnants dans l'histoire, ce sont les avocats, en fait, des 2 côtés. Oui. Ils ont pu facturer financièrement, à cœur joie. Et voilà, personnellement, c'est ça. Donc ma vie a complètement changé. Je travaille plus au Luxembourg, mais en France. Ça a permis de faire aussi le tri parmi les relations et les personnes qui ne connaissaient pas ou qui ne voulaient pas s'intéresser au sujet. Il y a beaucoup de personnes pour qui l'évasion fiscale, c'est abstrait. Mais comme je le disais, par rapport à l'éducation nationale ou à l'hôpital, etc., ça a des conséquences très concrètes. C'est une des motivations que j'ai eues à l'époque pour réagir. C'est-à-dire que la journée, je participe à l'évasion fiscale, et le soir, quand je récupère mes enfants à l'école, ils sont à 35 par classe, j'en vois les conséquences. Et votre femme, qui travaille dans le milieu médical, a aussi eu affaire à des coupes budgétaires dans le cadre de son métier. Du coup, voilà, ça c'est quelque chose que j'essaie de faire passer maintenant, de faire en sorte que tout ça ne soit pas inutile, et que ça puisse permettre, comme moi à l'époque, d'ouvrir un peu les yeux sur ça, parce que ça me touche moi, mais ça vous touche aussi vous. On le voit avec le Covid, tout ce qui s'est passé, on le voit avec les retraites maintenant, on parle d'argent public et tout ce qui est service public, même les ultra-riches, les milliardaires sont obligés de l'utiliser, qu'ils le veuillent ou pas. Bezos a besoin des routes pour que les camions d'Amazon circulent. Mais si Amazon ne paye pas ses impôts, il ne peut pas y avoir de routes entretenues, donc son business ne va tourner moins bien, et ainsi de suite. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre question. Pas d'autres questions? Généralement, voilà, c'est ça. Généralement, il y a quelqu'un qui pose la première et ensuite on a les autres qui arrivent ici et là, messieurs.
Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, Eric Hansen, journaliste, agence TCA. Aujourd'hui, la cybersécurité s'est quand même pas mal développée, c'est pas parfait. Mais à l'époque qui vous intéresse, si cette cybersécurité avait été mise en place, est-ce que vous auriez, vu autant de choses que vous avez vues, et deux, est-ce que vous auriez pu lancer votre alerte ? C'est une bonne question. Après, tout dépend Autrement dit, est-ce que la cybersécurité n'est pas l'ennemi des lanceurs d'alerte ? Des lanceurs d'alerte. Tout dépend du niveau de cybersécurité des outils. Comme je disais à l'époque, un simple scan sur une photocopieuse, envoyer un fichier PDF sur un serveur qu'on allait récupérer. Vous pouvez mettre toute la cybersécurité que vous voulez là-dessus. La faille, elle est humaine. Il faut bien une personne pour traiter le travail. C'était notre travail à l'époque. On était 5. La personne, elle a accès aux documents. Si elle ne comprend rien aux documents ou au travail qu'elle fait, pas de souci. Si elle commence à comprendre, c'est là que ça se fasse. Donc, malgré, avec tout le respect que je vous dois, toute la cybersécurité que vous allez mettre, il restera toujours une faille que vous n'arriverez pas à corriger, c'est l'intelligence humaine. Entre la chaise et le clavier. Pour faire une comparaison que j'utilisais à l'époque, j'étais un ouvrier qui travaillait sur une chaîne, qui fabrique des pièces à la chaîne, sans savoir à quoi vont servir les pièces. Et puis un jour, je comprends qu'en fait, par exemple, ça va servir à faire des chars ou des obus de mortier. Mais ça va servir à faire une guerre. Je n'étais pas payé pour ça au départ. Moi, j'étais tourneur-fraiseur sur une machine à fabriquer des pièces en métal. À partir du moment où j'ai la conscience que ce que je fais à la fin va tuer des gens, est-ce que je vais continuer à travailler ? Si j'avais su ça dès le départ, est-ce que j'aurais commencé à travailler ? C'est là que la faille ou la réflexion humaine commence. Donc oui, maintenant, la cybersécurité a peut-être limité techniquement les failles, mais la faille humaine ou l'intelligence humaine, elle est toujours là. Le risque zéro n'existe pas, vous en êtes fort consciente et consciente également. Je dirais surtout, juste pour terminer, c'est que par rapport à ce que vous disiez, en fait, est-ce qu'il y a des problèmes ? Ce n'est pas parce qu'il y a des lanceurs d'alerte qu'il y a des problèmes. C'est parce qu'il y a des problèmes qu'il y a des lanceurs d'alerte. Si vous mettez la meilleure sécurité du monde pour vous défendre face on va dire maintenant aux Russes peut-être ou aux autres, il n'y a aucun problème. Si vous mettez de la cybersécurité pour cacher les problèmes, là on a un problème beaucoup plus grand. Vous allez tôt ou tard avoir un lanceur d'alerte ou quelqu'un qui va réfléchir, il va se dire j'ai un souci dans ma boîte, tout ce qu'on fait c'est pour verrouiller le problème, mais pas pour le résoudre. Et comme on l'a vu, il faut le déclic, le courage, la possibilité aussi peut-être matérielle et technique de le faire. Et puis surtout le fait aussi de pas forcément, enfin il y a plein de lanceurs d'alerte qui sont effectivement comme Raphaël l'a été pendant un certain temps soumis au silence par des accords avec leurs entreprises. Il y en a plein dont on n'entend pas parler ou moins parler. On avait une autre question, peut-être monsieur là-bas je crois, oui, allez-y. Oui, bonjour Damien, merci pour le témoignage et bravo pour ce que vous avez fait. Je voulais juste savoir, vous avez dit que pénalement vous ne risquiez plus rien aujourd'hui. Mais est-ce que vous continuez à subir des pressions ? Est-ce que vous avez réussi à retrouver une vie presque normale, j'espère, pour vous en tout cas voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore sujet à des pressions quelconques liées à ce lancement d'alerte ? Est-ce qu'il y a encore des pressions sur vous aujourd'hui ? Je dirais actuellement non, mais il reste toujours la pression quelque part inconsciente que j'ai pas... Comment dire, j'ai dû changer de vie, en quelque sorte. Je ne suis pas parti dans la vie que j'avais choisie à l'époque en arrivant au Luxembourg, même si je n'avais pas vraiment de parcours type que j'aurais voulu suivre. Mais les pressions étaient plutôt, comme on disait, dans le parcours judiciaire à ce moment-là, ou la pression financière. Pour ce qui me concerne, pour d'autres personnes, comme Irène Frachon, ça va plutôt être la partie médicale, soutien aux malades. Moi, c'est plutôt la partie financière. Depuis le début du parcours, je veux aller jusqu'au bout. Je ne veux pas abandonner, quelle que soit l'issue de la CEDH. On savait qu'on irait tôt ou tard jusqu'à la CEDH. Donc la pression, elle est comment on trouve les moyens pour aller au bout. Il y a eu certes des chantages, des intimidations du Luxembourg par un moment, mais la pression, elle est plutôt comment continuer le combat jusqu'au bout. Et aujourd'hui, juridiquement, le combat avec cette décision de la CEDH, il est terminé. Il est terminé. Quand même. Une dernière question peut-être ou non, c'est bon? Ah, si, pardon, j'avais pas vu, excusez-moi. Bonsoir. Oui, bonsoir, Patrick Walix. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez?
Et si oui, comment? Oui, je le referai. Parce que je ne vis pas avec des regrets ni des remords. C'est fait, c'est fait. Mais je le referai différemment. C'est sûr qu'avec toute l'expérience que j'ai eue, c'est sûr que si j'avais eu un peu plus de recul, j'aurais, comme vous l'avez fait au début, regardé tous les lanceurs d'alerte précédents, voir ce qu'ils ont fait, les erreurs ou les bonnes choses qu'ils ont faites. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais comme je le disais, à l'époque, le LuxLeaks a éclaté avec 350 tax ruling. On a vu le capharnaüm que ça a mis, d'un point de vue fiscal, l'impact que ça a eu. 350 documents, moi j'en ai vu 2200. Juste les tax rulings, sans parler des déclarations fiscales, sans parler de tout le reste. Donc si c'était à refaire, je prendrais plus. Voilà, ça nous fait une très bonne conclusion. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Bon, aucun regret, aucun remords. Ben, je vous... Ben, en tout cas, je vois qu'ici, il y a votre épouse et votre enfant. Votre épouse ne vous a pas lâché, vous êtes encore ensemble. Et de deux, je bravo, voudrais madame. dire... Et là, je vais parler en tant que parent. Je pense que vous êtes un très, très, très bel exemple pour votre fils qui est là. Voilà, je parle en tant que parent. Alors, maintenant, sur un ton beaucoup plus léger, nous allons nous régaler à l'étage. Pour les journalistes qui sont ici, sachez qu'on peut prendre quelques minutes ensemble pour des interviews. Et puis pour la suite, le 22 juin, ça sera le prochain cercle, soirée de l'innovation. Donc, je n'ai dit rien sur ce qui va se passer parce que, voilà, save the date, c'est la surprise. Nous allons faire vraiment la fête de l'innovation, donc un voyage innovation. Vous allez nous manquer, mais d'ici là, on boit un coup ensemble. Bonne soirée!